Nous sommes en 2050. La prise de conscience face aux catastrophes écologiques et face à la souffrance animale ont conduit les Français à modifier leurs habitudes alimentaires. Progressivement, la population a adopté un régime sans produits d'origine animale. Depuis quelques années, les boucheries, les abattoirs et les salles de traite sont à l'arrêt. Que se passerait-il dans ce cas? Quelles seraient les conséquences concrètes du passage à un régime alimentaire vegan pour tous? C'est ce dont on va parler avec Brigitte Gauthier, directrice de l'association L214. Bonjour Brigitte Gauthier, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes la cofondatrice de l'association L214, une association de défense des animaux, principalement d'animaux d'élevage. Vous publiez des vidéos chocs sur la maltraitance animale, que ce soit dans les élevages ou dans les abattoirs, où vous dénoncez les conditions d'élevage et d'abattage qui sont souvent terribles. Vous promouvez le véganisme. Donc que se passerait-il si tout le monde était vegan? Est-ce que vous pouvez nous parler des impacts que ça aurait concrètement? D'abord, bonjour à toutes et à tous, merci de me recevoir. Effectivement, avec L214, on se projette, on imagine, on fait des actions pour amener un monde où on considère les animaux comme des cohabitants de notre planète et non plus comme de la nourriture à notre disposition. Et donc, effectivement, c'est intéressant de se projeter dans une société où on est arrivé à terme de cette lutte et comment ça peut se passer. Tout d'abord, effectivement, notre façon de nous alimenter, elle aura changé. Alors pas fondamentalement, on va continuer de se nourrir, on va continuer de se régaler, d'avoir des repas de famille le dimanche et tout ça, mais effectivement, ce sera un petit peu différent. Et on n'a pas de trajectoire aujourd'hui entièrement tracée avec une idée très précise de à quoi peut ressembler ce monde de demain. Parce qu'il va se construire avec l'ensemble des parties prenantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui vivent de l'exploitation des animaux vont être aussi partie prenante de la transformation de notre société. Et en fait, toutes et tous, aujourd'hui quasiment, on participe à l'exploitation des animaux, donc toutes et tous, on est concernés par cet avenir. Mais néanmoins, on peut déjà tracer quelques lignes directrices par rapport à ça, et on peut considérer déjà du point de vue des animaux. Du point de vue des animaux, arrêter de les utiliser comme source de nourriture, ça veut dire que les abattoirs seraient fermés. C'est-à-dire 3 millions d'animaux par jour qui sont tués aujourd'hui dans les abattoirs en France, ça n'existerait plus. Donc déjà sur les animaux, ça aurait un impact énorme. Ensuite, sur nos émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on évalue que c'est à peu près 14,5, la FAO dit 14,5 des émissions de gaz à effet de serre. D'autres chiffres disent que c'est beaucoup plus important que ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre alimentation a un impact sur les émissions de gaz à effet de serre, y contribue d'une façon significative, et que cette part due à l'alimentation est quand même due en grande partie à notre consommation de produits d'origine animale. Quelle part à peu près sur cette proportion de gaz à effet de serre? C'est 14,5% dû à l'élevage, justement. Et sur la totalité de l'alimentation, je ne sais pas. Voilà. Par contre, les études qui ont été menées pour dire... Par exemple, si tout le monde se nourrissait en 100% végétal, donc là au niveau mondial, on réduirait de 49% les émissions de gaz à effet de serre dues à l'alimentation. Ce qui est quand même énorme. Moins 50%, j'achète. Ouais. Pour juste revenir aux émissions de gaz à effet de serre, en quoi elles sont plus conséquentes en ce qui concerne l'élevage qu'en ce qui concerne l'agriculture pour les végétaux? En fait, c'est presque simple, complètement simple. Aujourd'hui, donc, on élève un certain nombre d'animaux. En France, on en tue 1,1 milliard par an. 8 animaux sur 10 qui sont abattus viennent d'élevage intensif. C'est des élevages dans lesquels on apporte la nourriture aux animaux. Et cette nourriture, en fait, on l'a fait pousser. Donc il faut savoir que pour obtenir 1 kg de viande, il va nous falloir entre 1 et 10 kg de végétaux pour obtenir 1 kg de viande. Donc les 1 kg, c'est vraiment les animaux qui sont nourris à l'herbe, ça va être les bovins, qui eux, proportionnellement en tout cas, ont encore accès à l'extérieur. Pas tous, on a aussi des élevages intensifs de bovins en France, donc il y a cette proportion-là. Et puis après, les cochons, 95% qui sont élevés à l'intérieur sans accès à l'extérieur, eux, on leur apporte de la nourriture. Et donc, qu'on fait pousser par ailleurs. Donc,
Si on mangeait directement, si on parle de protéines maintenant, si on consommait directement les protéines végétales, au lieu de passer par ces mauvais convertisseurs finalement que sont les animaux, évidemment on économiserait des surfaces agricoles, de l'eau, et on émettrait bien moins de gaz à effet de serre. Qu'est-ce qu'on leur donne aux animaux? Parce que je crois que par exemple, pour les bovins, on leur donne notamment des tourteaux de soja. Et il me semble que c'est les déchets en fait de ce qui est produit pour la nourriture des humains, quoi, des huiles, il me semble, quelque chose comme ça. Ouais, il y a des huiles qui sont produites comme ça. Alors c'est souvent un argument qui est avancé, mais si on n'avait pas d'huile de soja, on utiliserait d'autres huiles de toute façon par ailleurs. Ouais. Et aujourd'hui, il faut voir qu'effectivement, en matière d'émissions de gaz à effet de serre, on a plusieurs idées reçues comme ça qui circulent que justement l'élevage bovin, déjà on leur donne pas beaucoup de soja, ce qui est plutôt vrai dans une certaine proportion, puisqu'il y en a encore un certain nombre qui sont à l'herbe, comme on dit. Mais néanmoins, on va leur apporter effectivement du soja. Et c'est plus vrai aussi pour les poulets par exemple ou pour les cochons. Ce soja, souvent il vient d'importation. La France, c'est un des premiers importateurs de soja européen qui vient du Brésil. 65% de la forêt amazonienne a été coupée, justement pour soit avoir des feedlots avec des bovins, soit produire justement le soja ou les céréales qui sont destinées aux animaux d'élevage. Donc la France participe à la déforestation de la forêt amazonienne. Ce que vous dites sur la déforestation, par exemple en Amazonie, même sans parler de la production de soja importé, il me semble que la plus grosse part, en tout cas dans un premier temps, de la forêt qui est déforestée, de toute façon, sert de pâturage, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans un premier temps, c'est un mix entre pâturage, voire feedlot. C'est-à-dire? C'est-à-dire que vous n'avez même plus de... Enfin, c'est pas que les bovins vont brouter. C'est que ça va être des grands parcs, comme les photos justement qu'on peut voir des fois circuler, où les éleveurs français disent non, chez nous c'est pas comme ça, parce que vous avez vraiment des terrains qui sont complètement nus, avec tout un tas de bovins à l'intérieur. Effectivement, donc ils ne sont pas dans des bâtiments fermés, ils sont vraiment à l'extérieur, mais il n'y a pas de pâture en réalité. Et puis il y a une autre part qui effectivement est dédiée pour faire pousser céréales et légumineuses pour nourrir ces animaux. Donc c'est pas vraiment du pâturage a priori. Donc là, on parle de l'élevage. Moi, ça me fait penser au sujet des zoonoses aussi. Oui. Si tout le monde était vegan, est-ce qu'on limiterait ce risque de zoonose? Alors a priori, oui. C'est ce que disent notamment des scientifiques du CNRS, qui ont qualifié d'ailleurs l'élevage intensif de bombe sanitaire. Il n'y a pas que l'élevage intensif. Si on regarde l'exemple du virus Nipah, donc qui s'est développé en Indonésie, alors le virus Nipah, c'est un virus qui vient des chauves-souris. Oh, ça fait penser à d'autres virus dont on parle beaucoup en ce moment. Donc un virus qui vient des chauves-souris, il se trouve que là-bas, ils se déforestent aussi pour gagner en surface, notamment en surface agricole, et que du coup, ces chauves-souris qui sont porteuses de virus qui pour elles ne sont pas tellement dangereux, se sont rapprochées. Les humains se sont rapprochés des chauves-souris. Et du coup, certaines d'entre elles se retrouvent à proximité, notamment des cochons. C'est ce qui s'est passé dans le cas de l'Indonésie. Et en étant proche des cochons, le virus est passé aux cochons. Or, les cochons, ils sont assez proches des êtres humains. Et ils n'excluent pas qu'il y ait aussi un passage direct de la chauve-souris aux êtres humains, justement par cette proximité que pouvaient avoir les chauves-souris avec les activités humaines. Donc en fait, quand vous déforestez, vous allez à la rencontre de virus qui nous sont inconnus pour le moment. Donc effectivement, les élevages intensifs sont qualifiés de bombes sanitaires, parce que vous avez des animaux qui ont une variabilité génétique faible. La plupart des animaux naissent par insémination artificielle. Un coq peut être à l'origine de 26 millions d'autres poulets. Voilà. Donc c'est des chiffres qui donnent un petit peu le vertige. Donc variabilité génétique faible. Ils sont aussi dans des positions où ils sont dans un milieu extrêmement concentré. Assez sensible justement aux maladies, et du coup pour les bactéries ou pour les virus, c'est un formidable terrain de jeu pour se reproduire et pour commencer à se battre contre des traitements qui peuvent être donnés. Donc ça donne lieu à des zoonoses. Il faut peut-être rappeler que la grippe espagnole qui a décimé le monde dans les années 20, juste après la Première Guerre mondiale, à l'origine, a priori, c'est une grippe aviaire. Donc voilà, on a déjà des exemples dans le passé
très fort, où on voit qu'on a été confronté déjà à ce sujet-là. Donc d'une part l'élevage intensif et d'autre part la déforestation où on grignote sur les territoires des animaux sauvages. Donc en dehors de ces zoonoses, en termes de santé publique, quelles seraient les conséquences, les autres conséquences, si tout le monde était vegan? Eh ben, on verrait en tout cas une réduction des maladies cardiovasculaires, de certains types de cancers et de la cholestérolémie. A priori, puisque aujourd'hui, la surconsommation de produits d'origine animale fait qu'il y a la prévalence de ces maladies-là. On l'a vu, hein, il y a eu des publications, notamment de l'OMS, qui parlaient des viandes rouges comme cancérogènes probables et des charcuteries comme cancérogènes plus que probables. Donc on a effectivement des enjeux de santé publique aussi de ce côté-là sur la santé personnelle, mais qui pèsent finalement sur l'assurance maladie, par exemple. Et à l'inverse, est-ce qu'un régime alimentaire vegan pour tout le monde entraînerait pas des complications en termes de santé? Est-ce qu'on est adapté à un régime comme celui-là? Est-ce qu'il y aurait des carences, par exemple? Est-ce que si tout le monde était vegan, on aurait une population carencée en fer, en vitamine B12, Alors non. Non pour deux raisons. Déjà, ça veut dire que nos professionnels de santé seraient beaucoup plus informés sur justement le régime alimentaire végétalien. Aujourd'hui, ils ne le sont pas et effectivement, on a une population qui consomme vegan mais qui ne trouve pas de professionnels de santé ou peu de professionnels de santé qui peuvent les accompagner dans leur démarche. Donc ça veut dire que si l'ensemble de la population était végane, du coup, les professionnels de santé seraient bien informés et pourraient guider justement là-dessus. Après, il y a un certain nombre d'idées reçues sur l'alimentation végane, notamment sur le fer ou sur les protéines, on n'aurait pas assez de protéines. En réalité, aujourd'hui, au niveau des protéines, par exemple, on est tous en excès de protéines, quel que soit notre mode d'alimentation. Que vous mangiez de la viande, que vous soyez végétarien ou végétalien, on est toutes et tous, en tout cas en France, en excès dans les pays développés, on est tous en excès de protéines. Donc ça, c'est une première chose. Sur la question du fer, il y a des sources de fer dans les aliments végétaux et qui sont d'ailleurs bien plus assimilables à condition d'être combinés avec de la vitamine C. Après, sur la vitamine B12, effectivement, il va y avoir un enjeu de supplémentation, comme on a un enjeu de supplémentation sur l'iode aujourd'hui. Donc il va nous falloir une alimentation enrichie en vitamine B12. Juste pour revenir sur la B12, pour expliquer un peu plus, pourquoi une population végane devrait se complémenter en vitamine B12? Comment ça se fait que dans la viande, on retrouve de la vitamine B12 et pas dans des végétaux, par exemple? Alors aujourd'hui, en réalité, toute la population a une alimentation qui est enrichie de façon quasi artificielle en vitamine B12. L'industrie de la vitamine B12, elle alimente surtout les activités d'élevage. C'est-à-dire que les animaux qui sont dans des bâtiments fermés, sans aucun accès à l'extérieur, toute l'alimentation qui leur arrive, elle vient justement de l'extérieur. Avec une grande partie, ça va être des céréales, des légumineuses, mais il y a aussi des apports en vitamines, en sels minéraux, etc., qui leur est apporté, et dont pour les monogastriques, la vitamine B12, et puis pour les vaches, on leur amène du sel de cobalt, de façon à ce qu'elles développent de la vitamine B12. Donc quelque part, la vitamine B12, vous pouvez choisir de la prendre directement en ayant une alimentation enrichie en vitamine B12 ou en prenant des suppléments, ou de l'autre côté, en la prenant par l'intermédiaire d'emballages animaux. Voilà, donc en réalité, toute la population aujourd'hui a une alimentation enrichie en vitamine B12. Donc si je résume, en fait, quelqu'un qui mange de la viande, il n'est pas complémenté directement, mais il mange des animaux qui sont complémentés, c'est ça? Exactement. D'accord. Bon alors du coup, qu'est-ce qu'on mangerait si tout le monde était vegan? Quel est le régime alimentaire type, par exemple, d'une personne végane, si ça existe? Eh bien, je ne saurais pas répondre à cette question, parce que justement, aujourd'hui, l'alimentation végane, c'est extrêmement varié. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut parler des éléments de base. Les éléments de base, c'est céréales, légumineuses, légumes, évidemment tout ce qui est oléagineux aussi, tout ce qui est noix, noisettes, voilà. Au lieu de les avoir juste à l'apéro, on peut les intégrer un petit peu plus dans notre alimentation. Donc voilà, ça va être une alimentation qui va être bien plus riche en fruits et légumes. Ça tombe bien, ça fait partie des recommandations qui sont faites aujourd'hui pour la santé publique. Et après, dans les personnes qui se nourrissent de façon végane, alors si on parle de régime vegan équilibré, on va être effectivement sur des aliments qui sont peu transformés et qui apportent une richesse de protéines, vitamines, sels minéraux de façon assez vaste. D'accord.
Donc repenser cette alimentation aussi, ça implique de repenser le modèle agricole français là, dans les campagnes. Que se passerait-il là, du coup, si tout le monde était vegan? Quel changement ça impliquerait dans les campagnes, même au niveau de la culture française, dans les paysages de pâturage par exemple, qui sont quand même quelque chose d'assez fort dans certaines régions, dans l'identité culturelle des régions, etc. Bah, c'est clair que ça va changer les choses, hein. Après, on est dans le... En tout cas, tel qu'on l'imagine, c'est pas une coupure nette avec les autres animaux. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'animaux qui disparaîtraient. Ça, c'est clair et net. Aujourd'hui, on a créé des animaux pour qu'ils soient le plus productifs possible, au détriment même de leur santé. Donc, les poulets de chair à croissance rapide, évidemment, la race Ross 308 qui a été créée en laboratoire, oui, elle disparaît. Mais il y a un certain nombre d'animaux qui peuvent continuer à vivre auprès de nous, et c'est à nous d'inventer ça. Donc aujourd'hui, il existe des refuges. On a le même phénomène sur des animaux sauvages sur lesquels on a empiété dans leur territoire, et aujourd'hui, on préserve des zones dans lesquelles ils sont en sécurité. Il va falloir réinventer ces zones pour les animaux qu'on a jusqu'à aujourd'hui, en tout cas élevés pour les consommer. Puis après, il y a des animaux qui sont redevenus, qui se sont alors soit échappés, soit qu'on a relâchés, et qui vivent en totale autonomie dans la nature. Ça a été le cas en Espagne. Un éleveur a ouvert les portes de son élevage dans les Pyrénées. Les vaches, les veaux, les taureaux sont sortis, et aujourd'hui vous avez des troupeaux sauvages qui vivent dans les Pyrénées. Donc les paysages, oui, ils vont changer, parce qu'on aura besoin de moins de pâturage, ça c'est sûr, parce qu'on va réduire le nombre d'animaux de toute façon avec lesquels on cohabite, nécessairement. Et on pourrait justement y gagner en matière de gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'on pourrait de nouveau avoir davantage de forêts, ou continuer d'avoir des zones humides. Certaines se recréent aujourd'hui, et les zones humides et les forêts sont bien plus captatrices de gaz à effet de serre que les prairies. Je ne sais pas si vous avez d'autres points qu'on n'a pas abordés. Peut-être que vous voulez nous présenter un peu plus les actions que vous faites pour qu'on aille vers ce monde-là, idéalement, selon vous. Alors, avec L214, on est abolitionniste, c'est-à-dire qu'effectivement, on pousse cette vision, on pousse cette idée d'un monde où on ne considère plus les animaux comme des ressources à notre disposition, et on est pragmatique, c'est-à-dire qu'on sait que ça ne va pas arriver du jour au lendemain, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de blocages, notamment des blocages culturels, mais aussi des intérêts privés qui essayent de pousser la consommation de produits d'origine animale et qui refusent la remise en question de ce modèle-là. Et donc, on va avoir trois grands types d'actions. Un, essayer de poser les choses, de faire le constat, notamment par l'intermédiaire de nos enquêtes filmées, mais aussi par la documentation qu'on met à disposition sur nos différents sites internet, pour montrer les conséquences, justement l'impact de la production de produits d'origine animale, y compris ce qui concerne la pêche et l'aquaculture. D'autre part, il y a le changement du modèle agricole. Donc on amorce déjà, et notamment on pousse la fin de l'élevage intensif, qui aujourd'hui est majoritaire en France quand on regarde du point de vue des animaux, 8 animaux sur 10 abattus qui viennent de ce système intensif, donc aucun accès à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment le changement de modèle agricole. Et là, on va s'adresser évidemment aux citoyennes et aux citoyens qui, par leurs actes d'achat, peuvent déjà influencer grandement ces modèles d'élevage, mais aussi le politique et les entreprises. Et puis après, on a promouvoir une alimentation 100% végétale.